Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle conférence autour de l'amour et la relation amoureuse, Café Couple, que je mène ici depuis quelques années. Et donc le thème de ce soir, c'est un thème chaud, entre guillemets, c'est un thème autour de l'érotisme. Voilà. En titre d'introduction, je spécifie tout de même que c'est pas parce que j'étudie tous les thèmes autour de l'amour et de la relation amoureuse que je suis câblée personnellement sur les thèmes. C'est-à-dire que le thème de l'érotisme m'intéresse en termes plutôt de conceptualisation, je dirais de regard plus en amont, hein, une perspective en amont où je vais questionner les systèmes et m'intéresser à l'exploration. Mais je ne peux pas dire que je passe mon temps personnellement dans les salons d'érotisme, dans les milieux SM, dans les milieux érotiques divers et variés. Je le dis parce que parfois on confond, et j'ai des remarques des fois un peu stupide, je trouve, sur ces questions-là, en me prenant toujours pour celle qui, à la fois, alors je peux être un coup exclusive, un coup polyamoureuse, un coup dans les salons d'érotisme, un coup libertine, un coup ça, un coup mi. Donc bon, non. Donc voilà, ce thème m'a intéressée parce que c'est un thème qui est vraiment intéressant pour la plupart d'entre nous. Pourquoi ? Parce qu'il traite de l'érotisme, en tout cas je vais le faire comme ça avec vous, dans le sens de configurer des lois, des repères, des critères qui vont augmenter l'érotisme. Et c'est pour ça que c'était fort intéressant et que j'avais vraiment envie de vous divulguer cette théorie des lois de l'érotisme. Et donc j'en ai répertorié 9 lois de l'érotisme que je vais... c'est pas chronologique, hein, mais je vais vous les identifier et vous les développer. Voilà. Qu'est-ce que l'érotisme ? Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire. C'est quoi l'érotisme ? Donc, l'érotisme, c'est un art. Hein, ça a beaucoup à voir avec l'esthétisme aussi, hein, la voie de la beauté. Et ça s'éloigne de la sphère purement génitale et sexuelle. Donc on est dans un autre cadre, dans une ambiance érotique. Et c'est peu traité comme sujet effectivement dans le cadre du couple, même si les couples ont envie de pimenter leur relation, de raviver la flamme du désir. Mais c'est un sujet qui est relativement peu traité dans la relation couple. Donc, la définition, c'est ce qu'ils disent dans le dictionnaire, c'est description, exaltation par la littérature, l'art, le cinéma, exemple, amour sensuel, voilà, caractère érotique de quelque chose, de quelqu'un, évocation de l'amour sensuel, trait de rapport avec la sensualité, ou recherche psychologique et physiologique de l'attraction et de l'excitation sexuelle. Autrement dit, comment on peut faire monter la tension du désir. Voilà. Donc ces lois, alors ce sont des lois, ce sont des stratégies que je vais vous confier pour augmenter l'excitation. Voilà, donc c'est un sujet du soir qui est relativement épicé. Alors, dans l'érotisme, il y a le nom Eros. Comme tout le monde le sait, Eros, et Socrate l'avait bien dit, c'est le dieu de l'amour. Et donc ici on pourrait supposer que dans l'érotisme il y a cette envie de nous rallier à quelque chose qui nous transcende, hein, comme si on pouvait, nous les humains, faire l'intermédiaire entre les humains et les dieux est quelque chose qui nous élève. Et c'est pour ça que l'érotisme se différencie de la sexualité génitale, parce qu'on va voir ensemble que ça n'a rien à voir avec simplement la mise en acte de la reproduction au niveau de la sexualité, et qu'on est dans un tout autre espace avec l'érotisme. Voilà, et ça donne envie, et comme vous le savez, l'érotisme c'est quelque chose qui suggère, hein, c'est quelque chose qui est à mi-mot, qui n'est pas tout à fait montré, qui n'est pas tout à fait dévoilé, hein, c'est beaucoup plus érotique, et vous le savez très bien comme moi, une épaule, voilà, qui est, là je l'ajoute, tiens, érotique, hein, qui a subrepticement qui se dévoile, que d'aller dans un camp de nudistes où tout est montré et tout est crûment montré et dévoilé, et là ça n'a pas de caractère érotique en fait. Hein, quand tout est mis à plat, c'est beaucoup moins érotique que ce qui est dévoilé au niveau de l'esthétique et au niveau de la montée du désir.
Alors, les différentes lois. Donc, je vais dans un premier temps vous les développer. Et après, je vous inviterai à échanger avec moi, puisque c'est toujours une conférence débat que je mène ici avec vous. Et puis, dans un deuxième temps, je vous inviterai aussi à réfléchir, en même temps que vous m'écoutez, vous pouvez réfléchir à vos préférences, à vos tendances. À chaque fois que j'énoncerai une loi, regardez quels sont vos goûts au niveau de l'érotisme. Est-ce que vous utilisez ces ingrédients ou pas? Dans vos souvenirs, regardez, vous regarderez chez vous comment ça vous concerne, peu ou pas. L'idée ici, si vous êtes en relation amoureuse, ça pourrait être, tiens, quand je connais ces ingrédients, ces lois, alors comment je peux les utiliser à bon escient pour augmenter la tension du désir au sein de mes relations amoureuses. Voilà, ça pourrait être une idée, puisqu'on dit toujours que le couple pérenne, enfin le couple longue durée, à un moment donné, très souvent, certains me disent, mais oui, ça s'essouffle, le désir s'essouffle, parce que on est en sécurité, mais à un moment donné, ok, on est content, on se sent bien avec l'autre, on est attaché, mais il n'y a plus tellement ce désir, cette flamme du début, cette passion de la fusion amoureuse, du coup de foudre au départ, qui va avec cette tension d'excitation sexuelle aussi. Alors la première loi, alors je vais lire aussi mes notes parce qu'il y a plein d'exemples que j'oublie sinon. L'ambiguïté. Première loi de l'érotisme, ce qui est ambigu. Pourquoi ? L'érotisme va préférer tout ce qui n'est pas clair à tout ce qui est clair. Là, l'ambiguïté, par exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de psy, les transactions cachées ou les transactions à double fond. Je m'explique. C'est, je te dis, par exemple, un classique, est-ce qu'on va boire un dernier verre chez moi? Est-ce que tu veux venir boire un verre chez moi? Bon, normalement, si on prend la traduction littérale, c'est tu viens boire un verre chez moi, voilà, on prend une tisane, un verre d'eau. Bon. Mais vous entendez bien avec cette phrase qu'il y a un message caché, qu'on appelle une transaction à double fond. Il y a le message qui est explicite et ce qui est implicite, ce qui n'est pas dit. Et c'est ce qui n'est pas dit qui compte, en fait. Parce que vous comprenez tout de suite que derrière, c'est viens boire un verre chez moi. En fait, c'est une indication pour, et si on allait plus loin, tu m'intéresses, quoi, sur un plan amoureux. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est ambigu, c'est pas clair, et c'est ce qui fait l'érotisme du truc. Autre chose, je l'ai déjà fait d'ailleurs, tiens, je viens, est-ce que tu peux venir chez moi, je te prépare un gâteau, ou alors viens dans ma chambre, je te montre mes estampes japonaises, mes tableaux magnifiques. Donc tout ça, c'est, il y a une différence entre ce que j'indique. Bon, viens voir mes tableaux, moi tableau dans ma chambre, très bien. Mais en fait, l'autre, il comprend, il interprète, à juste titre d'ailleurs, que j'ai une autre intention cachée derrière. Et c'est ça qui devient érotique, c'est cette ambiguïté. Voilà. Alors, récemment, un de mes patients me disait, c'est curieux, comme à notre époque, ou alors il n'est pas si vieux que ça, il a quoi, 45 ans. Je suis d'une ancienne génération, mais il me disait comme ça, je me suis fait aborder en boîte de nuit là, par une jeune femme, quoi, étudiante, et qui m'a dit ouvertement, directement, sans aucune ambiguïté, là, c'était direct et franc, voilà, vous me plaisez, moi je suis étudiante, j'ai besoin de me faire entretenir par un homme, est-ce que vous voulez venir faire l'amour avec moi? Voilà, ça l'a scotché. On n'est plus du tout dans les codes de séduction, dits classiques. Et donc, autant ça lui plaisait parce qu'il y a un côté direct qu'il aime bien, autant pour le côté érotique de l'affaire, alors ça lui a fait plouf et il ne s'est pas intéressé à la fille. Alors que quand c'est ambigu, quand elle a l'air d'avoir envie sans avoir envie, oui et non à la fois, etc., et que le message n'est pas clair, c'est ce qui va attiser, attirer l'attention de celui qu'on veut capter. Donc, quand il n'y a pas d'ambiguïté, quand c'est trop clair et trop direct, ça a le mérite d'être franc, mais ça peut être pas du tout excitant et attractif. Ce qui peut être aussi ambigu, et parfois je le fais sciemment, c'est une stratégie, je vous la donne, mais c'est d'inventer. Vous êtes attiré par quelqu'un.
et vous inventez une histoire à côté, vous parlez de quelqu'un d'autre en fait. Vous racontez une anecdote ou une histoire à vous, un de vos souvenirs, ou une histoire d'une copine, vous parlez de quelqu'un, et dans cette histoire, en fait, c'est ce qui est relatif à ce qui est en train de se passer maintenant entre nous deux. Mais je le transforme à travers une histoire. Donc l'histoire est parlante et c'est ambigu, ça parle de ce qui se passe entre moi et toi, mais c'est à travers une histoire. Donc c'est pas très clair et justement c'est cette non-clarté qui donne l'attraction. C'est le côté imaginatif aussi. Hein. Plus je laisse à l'autre le soin d'imaginer, de créer un fantasme, eh bien plus ça fait monter la mayonnaise. Hein, voilà. Donc l'imaginaire, vous le verrez, ça fait partie aussi des critères qui augmentent énormément la tension érotique. Alors l'ambiguïté, c'est aussi par les sens, hein, les 5 sens. Ça peut être dans le visuel, le jeu des regards. Je fais genre tu m'intéresses pas ou je suis dans une conversation professionnelle, mais en même temps voilà, j'appuie les regards, donc on n'est pas idiot, hein, on sent bien que le jeu de regard c'est quelque chose qui va jouer dans la tension érotique. On n'a pas besoin d'être clair là-dedans, voilà, au contraire. Ça peut être aussi par le toucher, hein. Bon, ça fait partie de mes souvenirs. Je me rappelle qu'une fois j'étais dans une soirée, et puis il y avait un homme qui était intéressé, donc en fait au moment où je mets mon manteau, lui il me touche subrepticement l'épaule, alors qu'on était dans une conversation de première fois, donc tout à fait classique, anodine. Et en fait, le fait de mettre une main comme ça, hop, c'est ambigu. Et en même temps, ça montre de manière pas très claire, bah oui, je suis intéressée par toi. Mais c'est pas lourd, quoi. Voilà. C'est ça qui est... rien n'est sûr. Le rien n'est sûr augmente la tension érotique. C'est pas acquis. Voilà. Vous allez voir que dès qu'il y a sécurité, dès qu'il y a clarté, ça éloigne d'autant de la tension érotique. Quand on est sûr de tout, quand l'autre est acquis, quand mon objet d'amour, entre guillemets, est à côté de moi et que je sais qu'il est acquis, ça devient comme une plante de décoration, hein, comme un objet. Et à ce moment-là, il m'intéresse moins. Enfin, je suis contente parce que je suis en sécurité, donc ça m'apaise quelque part. Mais en même temps, au niveau de la tension érotique, ça diminue d'autant. Donc c'est toute la difficulté qu'on peut avoir dans nos couples à vouloir une passion érotique, une passion sexuelle et en même temps une sécurité. Hein, et joindre les deux bouts, c'est pas toujours évident parce que c'est antinomique bien souvent. Voilà, Michel Crozier, qui était un sociologue, hein, avait parlé du concept de la gestion de la zone d'incertitude. Et il avait montré comme ça que le pouvoir revient à l'acteur stratégique qui laisse des contours flous. Et en fait, c'est vrai, hein, celui qui maîtrise une zone d'incertitude, il va créer une dépendance chez l'autre. Et celui donc qui est imprévisible, c'est lui qui a le pouvoir. Et vous l'avez remarqué, quand la personne qui vous intéresse vous résiste, elle vous échappe, c'est là où vous courez derrière, quoi. Hein, une fois que vous savez que c'est bon, c'est bon. Donc, vous partez dans l'histoire, mais il y a moins. Oh, j'ai un élan, j'ai du désir, voilà. Voilà. Donc en fait, vous remarquerez que quand vous êtes avec une personne, qu'elle vous place et qu'elle vous contrôle dans une zone d'incertitude, en maîtrisant, elle a le pouvoir parce que elle contrôle, elle est imprévisible, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, si elle vous veut pas, un coup oui, un coup non, et c'est ça qui lui donne beaucoup de pouvoir en fait, et c'est ça qui augmente la tension érotique et l'attraction, et on a envie de le capter parce qu'il nous échappe. Terrible. Et donc, moi j'avais écouté certains coachs parler et ils appuyaient beaucoup là-dessus en disant oui, vous les femmes, si vous souhaitez attirer un homme, voilà le truc, vous lui résistez, vous lui échappez, vous vous lancez pas à corps perdu dans l'histoire, c'est comme ça que vous l'aurez. Bon voilà. Donc à un moment donné, ça peut devenir complètement niais cette affaire parce que c'est un jeu qui est connu, qui s'appelle fuis-moi, je te fuis, suis-moi. Je te fuis, je te suis. Voilà, vous avez compris. Et donc ce petit jeu, qui est une stratégie de manipulation, c'est une manipulation, hein, mais qui est une stratégie pour obtenir, aller à ses fins, faire en sorte que l'homme, si c'est une femme, finisse par être intéressé.
qu'on finisse par l'avoir, entre guillemets, parfois c'est un jeu perdant-perdant. Parce que ces petits jeux malins, je te cours derrière, et puis un coup je te cours derrière, je joue au chat et à la souris. Et parfois c'est peut-être fatigant de courir derrière quelqu'un et d'alimenter la tension érotique comme ça, ok, ça marche, mais à quel prix? Ça peut être coûteux pour les deux partenaires de jouer à ça, voire mener vers une rupture à force de se courir, parce que ça fatigue de courir derrière quelqu'un qui te veut pas, puis qui te veut, puis qui te veut pas. Mais c'est une formule assez magique pour la tension érotique, sachez-le. Parce que ça crée une zone d'incertitude. Donc, ça va pimenter la relation d'un côté, mais ça va augmenter l'énergie que vous allez déployer pour avoir la personne, pour l'avoir en sécurité. Voilà, donc la non-clarté, c'est un ingrédient érotique, qu'on le veuille ou non. Et peut-être un jour, je ferai un développement un peu plus large sur le fameux « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », parce que c'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans les relations amoureuses, très fréquent, qui n'est pas très sain, mais qui manifestement, certains n'ont pas trouvé mieux que de passer parfois leur vie à jouer à ça. Hein, ça ne les met pas en paix en tout cas. Hein. Et donc, voilà, ça crée une tension érotique, mais comme je vous le dis, en résumé, ok, c'est ambigu, mais en même temps, c'est pas très apaisé. Et ça peut même rendre fou hein, un certain temps. Au bout d'un moment, si vous restez là-dedans. Alors, deuxième loi, ça c'était la loi de l'ambiguïté. La deuxième loi, c'est la dissymétrie. Donc la dissymétrie, c'est ce qui n'est pas symétrique. Donc autrement dit, souvent les opposés, les contraires, la différence. Hein, vous avez remarqué que dans notre époque, ce qui est vraiment les valeurs qui sont en hausse, c'est les valeurs égalitaires. C'est-à-dire dans la relation femme-homme, on recherche, et on le voit beaucoup à l'heure actuelle avec les revendications des féministes hein, qui reviennent sur le terrain, l'égalité des droits, le partage des tâches réciproques. On souhaite... je ne sais pas qui c'est qui a mis un téléphone, merci de l'enlever. On souhaite que les hommes soient en face, qu'ils soient nos égaux, quoi. Hein, que voilà, aussi au niveau, on va le retrouver dans la sexualité. Les femmes, elles veulent se réapproprier leur jouissance au même titre que les hommes. On ne veut pas que les hommes nous dominent en tant que femmes. Bref, on revendique le respect, l'égalité, la réciprocité, l'échange, la communication non violente, la communication sur plan d'égalité. Hein. Donc c'est ça qu'on cherche, et surtout à notre époque, c'est assez culturel, quoi, encore plus qu'avant. Et en même temps, cette égalité, cette réciprocité, elle nuit totalement à l'érotisme. C'est-à-dire que cette injonction d'être en face à face, sur le même plan, ça augmente la sécurité, le respect, la pérennité, effectivement, hein, des couples, l'équilibre au sein du couple, mais tout ce qui est lisse nous fait perdre la dissymétrie. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est parce qu'il y a dissymétrie, c'est le jeu de la différenciation qui augmente l'excitation sexuelle. Je m'explique, vous le voyez bien, hein, quand il y a des rôles, quand la différenciation des genres masculins-féminins sont marquées, par exemple, dans un couple, l'homme est vraiment sur les valeurs masculines fortes. Il est dans l'archétype du masculin, il est un peu contrôlant, dominant. C'est le mec, alors j'exagère un peu macho, mais en fait, il est sur des valeurs, je te cadre, je me positionne, je m'affirme, je te laisse pas me grimper dessus, etc. Donc quand l'homme est bien agencé sur son axe masculin, et quand la femme, elle est agencée sur son axe féminin, c'est-à-dire que, voilà, elle joue son rôle féminin. Donc quand on est dans les archétypes, on est dans la différenciation. Et dans la différenciation, il y a cette différence, homme-femme, et donc ça va jouer pour la tension érotique. Si on est dans le lissage, si les hommes sont plus tout à fait... Si l'homme qui vous plaît n'est plus tout à fait un homme, il est trop féminin, j'avais fait une conférence sur féminin, masculin castré, féminin frustré, donc qu'il est trop tout comme vous voulez, hein, trop adapté à vous, qu'il est trop mou quelque part, il n'est pas excitant. Finalement, les femmes, on le sait, aiment les mauvais garçons, les voyous.
Et quelque part, elle les réfute parce que après ils sont machos et à la maison, dans un couple, elles savent plus quoi en faire parce qu'elles veulent pas un dominant. Et en même temps, il y a quand même une forme de je te regarde, je t'admire, et ça génère une attirance pour des hommes forts et virils. Voilà. Et donc, on n'est pas clair parce qu'on veut tout et son inverse. Et donc, c'est là où il y a un piège, hein, et ça peut être compliqué. Là, je parlais de la posture des femmes, mais ce lissage des genres, il n'y a pas que moi qui le traite comme sujet, hein, le lissage des genres peut mener vraiment à des formes de frustration qui ne sont pas visibles, notamment une frustration dans la sexualité, hein, qui n'est pas rencontrée, c'est-à-dire on méconnaît que ce lissage ne nous apporte pas que du bonheur, parce que, ok, ça nous apporte une forme de sécurité, chouette, l'égalité, hein, et la réciprocité, mais on le paye parfois cher à vouloir trop d'égalité. C'est enfin, je pense pour moi, c'est toutes les postures extrémistes. Si je veux tout lisser, si je veux aucune différenciation entre les hommes et les femmes, à ce moment-là, je suis dans quelque chose je crée un équilibre, et l'équilibre nuit à la tension érotique. C'est le déséquilibre, donc là la dissymétrie, qui augmente la tension érotique. C'est compliqué, hein ? Et voilà. Donc je veux un ingrédient, mais en même temps, je le veux pas. Je veux ça et je veux son inverse. Voilà. On l'a beaucoup dans le jeu dominant-dominé. Hein, moi, par exemple, j'ai des exemples à vous donner. Je vois beaucoup dans le milieu du travail, par exemple, des hommes qui prennent des responsabilités, donc qui sont assez dominants, par exemple, au niveau de leur poste hiérarchique, d'encadrement, et puis qui, à la maison, par exemple, ils aiment bien être dominés, par exemple. Ils sont plutôt soumis, c'est la femme qui tient les rênes. Hein. Ou l'inverse, on voit un homme qui est soumis au travail et qui, à la maison, reprend tout le contrôle, voilà, et qui va être dans une sexualité très dominatrice, comme ça, par exemple. Hein. Donc, en fait, on voit que c'est dissymétrique. Et ça marche très bien. Hein. Au niveau de la sexualité, ça marche bien, ça. C'est-à-dire que je suis dans un rôle comme ça, je suis dans un rôle et un rôle inverse. Dans une sphère, je suis comme ça, et dans une autre sphère de ma vie, je suis complètement inversée. Donc cette dissymétrie permet effectivement une augmentation de la tension érotique. Tout ce qui est symétrique diminue la tension érotique. Vous l'avez aussi, pas que dominant-dominé, et encore que sur ce sujet, ça serait intéressant de regarder, vous, personnellement, quelles sont vos préférences et vos goûts. Est-ce que vous préférez être dominé dans la relation sexuelle, par exemple, ou dans la relation amoureuse, ou est-ce que vous préférez être dominant ? C'est quoi votre préférence? On a tous un goût ou une tendance préférée. Donc regardez, alors il a l'idée, pour moi, pour jouer avec quelque chose d'un peu plus ludique, ça serait d'agrandir la mobilité de vos rôles. Hein, c'est-à-dire d'accentuer la dissymétrie. C'est si vous avez l'habitude d'être dominante, par exemple, et de jouer, il y en a certaines même qui jouent les dominats, hein, donc elles sont là, genre je suis la maîtresse femme et tu m'obéis, et c'est moi qui suis dans la sexualité, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui suis active, c'est moi qui t'entreprends, et elles sont plutôt dans ce rôle-là. Ben, je vous invite ces femmes-là à jouer le rôle inverse, c'est à jouer les femmes plutôt dominées, à vous laisser vous faire entreprendre, à être plutôt soumises, à pas bouger tellement, enfin voilà. Et l'inverse, hein, pour les hommes qui sont plutôt dominants, je vous invite à jouer l'inverse, à rentrer dans la posture du dominé et réciproquement. C'est-à-dire d'agrandir la mobilité, hein, de vos préférences pour vous promener dans différentes polarités et pour accentuer votre palette d'options aussi. Parce que sinon, dans un couple, vous allez vous retrouver avec une fixité des rôles. C'est toujours l'homme, par exemple, qui domine, y compris dans la relation sexuelle, et la femme qui est dominée. Donc c'est bien d'intervertir les rôles. Un coup, vous pouvez comme ça, hop, vous m'amuser, et notamment dans la sphère érotique, si vous n'avez pas l'habitude d'explorer le pôle opposé, c'est vraiment l'occasion de jouer et de voir quelle énergie ça m'apporte, parce que vous allez voir, c'est complètement dit. Si vous avez l'habitude d'être dominé et que vous jouez la domina, par exemple, vous allez voir, c'est complètement autre chose. Vous allez rentrer dans votre puissance. Vous allez rentrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas de vous, quoi, hein. Votre puissance, la jubilation de faire ce qu'on veut, l'autre nous obéit, ça peut être aussi, tiens, je ne savais pas que je pouvais me mettre en colère, tiens, je rencontre vraiment la puissance de ma femme sauvage, que je ne me connaissais pas sous cet angle-là. Et après, ça peut vous servir dans votre vie de tous les jours, par exemple.
Hein. Bon, ça je parlais pour une femme, mais ça peut être pareil pour un homme. Donc selon comment vous êtes formaté, ça peut être intéressant dans la sphère sexuelle et érotique de vous amuser à jouer les contraires pour vous rencontrer sous une autre énergie et vous apporter autre chose dans votre caractère. Voilà. Et surtout, ça va érotiser vos relations. Donc la dissymétrie dominant-dominé, ça marche bien. Ensuite, par exemple, il y a aussi la... Merci, c'est pas grave. Il peut y avoir aussi la dissymétrie au niveau de l'individu, hein, au niveau des plans. Par exemple, moi je suis une femme bon, moi je suis plutôt une cérébrale, plutôt une intellectuelle, comme vous avez pu remarquer. Et donc à ce titre-là, je vais attirer plutôt des hommes qui sont plutôt émotionnels, chaleureux émotionnellement, parce qu'ils me trouvent assez froide. Ce qui n'est pas faux quelque part. Hein. Sous un premier plan, je peux être assez froide parce que voilà, je suis dans ma tête. Et je vais attirer ou des hommes donc émotionnellement chaleureux ou plutôt dans leur corps, plutôt voilà, dans leurs instincts, leurs pulsions et dans leurs sensations. Ce que j'appelle l'homme des bois. C'est comme ça que je les ai appelés. Ce qui me plaise bien. Alors moi, je suis attirée par eux, ils sont attirés par moi parce que justement, c'est dissymétrique. Hein, eux, ils me trouvent froide et glaciale et ça les intéresse. Parce que du coup, bah voilà, ça peut être érotique, attirant, quoi. Hein. Et moi, je les trouve très différents. Hein. Et donc, voilà, un peu comme dans L'amant de Lady Chatterley, bah moi, ça me plaît bien. Ils ne me parlent pas trop, d'ailleurs, ça me calme un peu. D'ailleurs, c'est bien, ça me fait silence. Et puis, en plus, ils ont quelque chose de beaucoup plus sensuel, dans le sens de pas trop la ramener au niveau intellectuel. Voilà, donc vous voyez, c'est très dissymétrique et c'est quelque chose qui est à la fois très érotique. C'est amusant, hein, mais c'est comme ça. Alors, par contre, je sais très bien que je ne ferai pas affaire au niveau d'un couple long terme. Puisque dans un couple long terme, moi je vais choisir un compagnon qui est beaucoup plus cérébral comme moi, qui partage les mêmes valeurs, donc on est beaucoup plus sur un plan d'égalité. Et de partage des valeurs et de même niveau social. Pareil, hein, souvent les niveaux sociaux qui sont très écartés vont probablement parfois s'attirer. Mais en même temps, ça ne fera pas forcément un couple pérenne. Mais sensuellement, ça peut être très érotique. Voilà, donc la dissymétrie, hein, regardez, ça peut se jouer à plein de niveaux et c'est un ingrédient de l'érotisme. La dissymétrie, ça peut se vivre donc au niveau intellectuel, au niveau relationnel, au niveau physique. Par exemple, je suis, ça me l'a déjà fait, hein, je suis avec un homme qui joue de la guitare, il est sur son tabouret en haut, et moi je suis sur le sol en bas et je le regarde comme ça. Il est en haut, je suis en bas, d'accord ? Donc là, par exemple, je ne sais pas, peut-être un qui est en bas, moi je suis en haut. Donc, la dissymétrie, hein, au niveau physique aussi, ça peut jouer. Ou encore, la dissymétrie, on le voit beaucoup au niveau de la parole. Il y en a un qui parle beaucoup, ou une, c'est souvent féminin, hein, la femme qui parle, qui n'arrête pas de parler, et l'homme silencieux, plutôt silencieux, il est moins bavard. Et donc, dissymétrie. Et donc, ça peut être plus érotique qu'un homme qui parle comme moi, je parle tout le temps. Quoi. Hein, par exemple. Et on le voit dans les SMS. Très souvent, ce sont souvent les femmes qui disent « j'envoie plein de SMS ». Et lui, il fait plutôt silence radio. Il m'en envoie 1 sur 3, par exemple. Et donc ça, il y a l'envie de le capter. Hein, et puis, il y a l'effet silence qui met en manque, en fait. Et qui rajoute une tension érotique. Alors que s'il faisait comme vous, s'il mettait autant 15 SMS par jour, bon, c'est sympa, vous êtes rassurés, mais après, c'est moins érotique. Hein, donc la dissymétrie, vous l'avez remarqué, ça augmente la tension érotique. Donc on ne veut pas d'un homme qui ne nous répond pas, on s'en plaint, parce qu'il est silencieux, il est évitant, mais en même temps, il nous excite. Hein, voilà, toujours pareil. Qu'est-ce que je veux ? Donc, sans que ce soit excessif, parce qu'à ce petit jeu, à un moment donné, il peut y avoir rupture de la relation. Moi, je le vois. Hein. Les femmes se plaignent, elles disent, mais bon, je vois que je suis toujours dans le lien, là, je cours derrière, je lui écris, je lui téléphone, je lui envoie des SMS et tout, il ne répond pas. Donc, au bout d'un moment, elle se résigne. Mais ça, c'est la capitulation. Mais entre la capitulation et le fait d'être quand même, il faut reconnaître qu'elle est quand même excitée par le fait qu'il ne répond pas autant qu'elle, voilà, parce qu'il n'est pas capté. Donc tant qu'il n'est pas capté, c'est attirant. Voilà. Alors, au stand, la dissymétrie aussi, c'est, regardez autre exemple,
faites l'amour, il y en a un qui s'évade, là, il part dans ses pensées, enfin il n'est pas très présent, et l'autre, du coup, il met toute sa ferveur, il est complètement archi présent, totalement là, pour se substituer à celui qui ne l'est pas vraiment, qui est moyennement présent. Hein, donc dissymétrie, ça aussi, ça augmente la tension érotique. Voilà. Donc il y en a un qui est très passionné, et l'autre qui est un peu froid, quoi, un peu absent-présent. Voilà. Autre chose aussi, donc au niveau dissymétrique, tous les chiffres impairs. Les chiffres impairs sont érotiques. Je vais vous dire pourquoi. C'est curieux, hein, pourquoi les chiffres impairs? Donc tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'équité, de l'équilibre, de la parité, de la réciprocité. Voilà, donc tout ce qui est impair. Donc 1, le chiffre 1, bah déjà c'est pas mal, c'est ce qu'on appelle la masturbation. Hein. Donc là on est dans... alors là je vais reprendre les termes dans le livre d'Emmanuel. C'est une de mes sources, hein, Emmanuel, pas le film mais le livre d'Emmanuel Arsan, où à un moment donné il y a un chapitre où il y a Mario qui s'exprime et qui explique les lois de l'érotisme, pas comme je l'ai fait comme ça, mais en fait vous retrouverez le chapitre des lois de l'érotisme de Mario, et il dit, j'ai repris parce que je trouve ça sympa, il dit comme ça, voilà, celui qui se masturbe, le 1, est acteur et spectateur à la fois, c'est pourquoi la masturbation est éminemment érotique, c'est une œuvre d'art. Et puis il continue, il dit comme ça, érotique encore l'adultère, le triangle rachetant la banalité de la paire. Il n'y a pas d'érotisme possible pour le couple, hormis par l'addition d'un tierce. Combien plus douce la dure chair de l'époux, lorsqu'au même moment, vos paupières closes vous donnent en rêve à l'ami du foyer, au mari de l'ami, au passant croisé dans la rue, à l'amant de votre enfance. Répondez, aimez-vous cela, dit-il à Emmanuel. Le faites-vous. Je ne vous encouragerai jamais à faire l'amour à 4, si cela devait consister à vous étreindre 2 par 2, fût-ce sur la même couche. Rien n'est plus plat, plus pot-au-feu. Il convient de laisser ce jeu aux bourgeois méritant après vêpres, mais il serait fâcheux d'en conclure qu'il faut jeter l'interdit sur le nombre 4. On peut le scinder par exemple en 3 plus 1. Voilà, bon, ça c'est un extrait dans Emmanuel, mais vous voyez que le chiffre pair affaiblit. Hein, si vous êtes effectivement en boîte échangiste en 2 par 2, ou même chez vous, je ne sais pas pourquoi, ça peut être en 2 par 2, enfin bref, à 4, 2 couples, là, c'est beaucoup moins érotique qu'en 2 plus 1. La difficulté du 2 plus 1, c'est qu'il y a une tierce, et donc, évidemment, dès qu'il y a une tierce, on verra, c'est une autre loi, ça, la tierce, hein, ça ramène du piment, mais il y a aussi le risque de l'exclusion, il y en a un qui peut se sentir exclu. Mais en même temps, il y a le jeu de la jalousie. Qui va capter, voilà. Tout ce jeu de la rivalité augmente la tension érotique, et les chiffres impairs sont beaucoup plus déséquilibrants, évidemment, hein, que les chiffres pairs. Et donc, il faut le savoir, vous le saurez maintenant, tout ce qui est impair ramène à l'érotisme. Et donc, évidemment, le couple, c'est à 2. On n'a jamais vu des couples à 3, et ça s'appelle ça existe, hein, mais c'est nouveau, c'est la mode des polyamoureux, des fois, qui vivent. Alors, c'est très à la marge, mais la plupart des couples, ils sont à 2. Et donc, vous allez trouver de la sécurité, mais pas la tension érotique à la clé. Voilà, c'est tout le truc. Donc, alors, je ne suis pas en train de vous dire... Je ne vends pas le couple à 3. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous rameniez l'amant pour que ça marche. Après, vous trouverez vos stratégies. Ça peut être juste fantasmatique. Hein. Vous pouvez imaginer... D'ailleurs, ça fait partie des pistes que donnent certains coachs. Ils disent, ben voilà, remettez un peu de jalousie dans votre couple. Là, amusez-vous pour regarder un partenaire à côté. Et comme ça va pimenter votre couple. Si l'autre est un peu jaloux, tant que vous ne passez pas à l'acte, ben voilà, ça agrémente, ça remet de la tension érotique. Bon, c'est un peu cucu la pranine, mais bon, voilà leur truc. Mais pourquoi? Parce que ça joue sur l'histoire de la dissymétrie, du déséquilibre, en fait. C'est ça qui se passe. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une phrase que j'aimais bien que disait Mario: dans les bras d'un seul homme, une femme est déjà à demi délaissée. Donc surtout pas un seul homme, c'est un peu triste à terme pour elle. Voilà, dissymétrie aussi dans les clubs échangistes, hein, pour ceux qui ont déjà fait un tour ou qu'on a entendu parler. Il faut 5 hommes pour 8 femmes. Parce que sinon on les laisse pas. Oui, parce qu'on les laisse pas entrer. Non, mais c'est calculé comme ça. Donc il faut un tiers d'hommes en plus
que de femmes, et le reste en couple. Pourquoi? Parce que s'il y a trop d'hommes, ça devient la guerre. Hein, donc c'est trop tendu. Donc vous voyez aussi qu'on va jouer aussi ici, pour augmenter tout ce qui est érotique et sexuel, la dissymétrie. Voilà. Et pour conclure sur la dissymétrie, vous l'avez remarqué, au niveau de la personnalité, on est attiré par nos complémentaires, donc par des personnalités, des gens qui ont des profils très différents des nôtres, parce que justement, on s'attire par la différence. On ne s'attire pas par la similitude. Jamais. On se comprend par la similitude. Celui qui est du même genre que moi, hein, qui fonctionne du même, bon, c'est le même moule, donc on se comprend à demi-mot, mais en fait, il ne m'attire pas plus que 5 minutes et demie. Après, je vais être, et vous regardez chez vous, regardez dans les personnes qui vous attirent, en général, sont des gens qui sont dans la différence. Et toute la difficulté, c'est de jouer la carte de la différence ensuite. Mais c'est quand même ce qui vous attire le plus, parce que les complémentaires s'attirent. La dissymétrie s'attire. Voilà. Mais après, vous allez galérer parce qu'il est tellement différent que vous ne le comprenez pas, c'est un étranger. Mais étranger dans le sens étrange. Hein. Voilà. Troisième loi, l'insolite. Donc, tout ce qui est inédit, surprenant, non coutumier, va augmenter l'érotisme. Donc, et vous le savez aussi, l'érotisme n'est pas une affaire de posture, mais une affaire de situation, hein, des situations inédites. Vous pouvez, je vais donner l'exemple comme ça, vous pouvez faire l'amour avec le Kama Sutra et connaître toutes les postures du Kama Sutra, les avoir étudiées. C'est pas forcément très érotique. C'est mécanique, mais pas forcément plus érotique que ça. Je vous rappelle que l'érotisme, c'est suggéré, c'est aussi comme une œuvre d'art, hein, c'est esthétique. Donc, et c'est surtout inattendu. L'insolite, c'est surprenant. Je ne m'y attendais pas. Donc l'imaginaire s'active ici. Hein. Donc voilà, donc l'inédit, par exemple, vous êtes avec votre compagnon, vous devez rentrer à l'hôtel, et hop, subrétissement, il vous embarque dans une porte cochère pour faire l'amour, par exemple, ou l'ascenseur, hein, on va chez des amis, et hop, c'est pas prévu, au rendez-vous, on fait l'amour dans l'ascenseur, ou dans une cabine d'avion, c'est pas prévu, c'est pas fait pour ça, normalement, les cabines d'avion. Voilà, donc tout ce qui est inattendu, voilà, réfléchissez à vos souvenirs qui ont marqué les moments érotiques pour vous. En général, c'est souvent dans des endroits qui peuvent être insolites, mais pas seulement des lieux, dans ce qui nourrit l'imaginaire de surprenant, d'inattendu, et parfois de risqué aussi. Hein, c'est pas simplement quelque chose de je vais apprendre le Kama Sutra, je vais apprendre je sais pas quoi. Non, c'est pas forcément ça. C'est ah, je m'y attends pas. Voilà. Donc tout ce qui est insolite va augmenter l'érotisme. Donc amusez-vous à jouer à ça. Alors, autre loi, l'entropie. Vous ne connaissez pas ça, l'entropie. Qu'est-ce qu'est Zako, l'entropie? Donc l'entropie, certains connaissent, hein, ceux qui ont fait de la physique connaissent, parce que c'est le physicien allemand Clausius qui, en 1865, a forgé le mot entropie. Alors on appelle entropie, c'est quoi? C'est le processus par lequel l'énergie disponible se transforme en énergie non disponible. Il s'agit d'une grandeur, alors c'est une grandeur mesurable en physique, hein, moi qui ai inventé, et c'est aussi le passage de l'ordre du désordre à l'ordre ou de l'ordre au désordre. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la vie ne peut créer de l'ordre à partir du désordre ambiant qu'au prix d'un accroissement du désordre ambiant global. Alors, je vais m'expliquer parce que là vous allez dire je comprends rien, c'est vachement théorique. Oui, c'est physique. Mais en fait c'est hyper simple. En fait c'est le chaos qui gagne tout le temps. Le désordre gagne sur l'ordre. Et c'est comme ça dans tous les organismes vivants, c'est ça que ça dit en fait. Hein. Par exemple, vous faites le ménage, vous êtes chez vous, là, vous rentrez, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas fait le ménage, vous rentrez dans votre maison, vous rentrez de vacances. Donc vous mettez à faire de l'ordre, d'accord? Si vous ne maintenez pas, et vous allez mettre de l'énergie à rendre ordré, ordonné toute votre maison. Voilà. Si vous ne maintenez pas ce niveau d'énergie fréquemment, de toute façon, le désordre revient. Il va falloir refaire le ménage dans peu de temps. Et vous verrez que le désordre prend le pas sur l'ordre, sans arrêt. Donc de toute façon, quoi qu'on mette comme énergie, c'est toujours le désordre ambiant qui règne, et le chaos règne sur l'ordre et la structure. C'est comme ça. Voilà, donc c'est une loi. Donc cette loi va concerner aussi l'érotisme. Autrement dit, et comme disait Mario si bien, parce que je reprends Mario, il dit « Tout le temps passé à ne pas jouir est un temps gaspillé ». Donc là, l'entropie sous la forme de l'excès.
L'excès du plaisir pour le plaisir pur. Pas pour autre chose que le plaisir. Pure jouissance du plaisir. Ce qu'on appelle les tâches autotéliques. Hein. J'avais déjà expliqué dans une autre conférence. Tâches autotéliques, la seule finalité, c'est la propre fin de la tâche. La finalité, c'est la tâche en elle-même. Par exemple, là, c'est le plaisir. Donc là, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la jouissance. Il n'y a pas de devoir conjugal, par exemple, ni de reproduction. Tout ce qui est reproduction, quand vous faites de l'amour pour vous reproduire, c'est complètement anti-entropie. Hein, parce que là, vous êtes au service de quelque chose. La tâche a une finalité. Là, la finalité, c'est la pure jouissance. Donc, et l'excès. Donc, c'est le chaos, c'est le désordre. Hein. Tout ce qui est désordre est une augmentation de l'érotisme. Donc c'est le culte du plaisir, c'est le culte de l'éros, simplement le plaisir de sens, de la jouissance affranchie de toute morale. Donc moins il y a de la morale, et mieux c'est pour l'érotisme. Plus il y a de la morale, et moins c'est bon. Alors la morale, rappelez-vous que la morale, elle change en fonction des époques. Donc ça c'est sociologique. Donc la morale d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à la morale de nos grands-mères, parce qu'aujourd'hui, en plus on n'arrête pas d'entendre parler de ça, par exemple les femmes doivent, au niveau de leur sexualité, l'injonction morale du jour, c'est je dois me réapproprier mes organes génitaux, mon clitoris, mes seins, enfin tout ce qui me fait jouir, quoi, en clair, me connaître, faire des cours là-dessus, acheter plein d'objets pour savoir comment je peux me masturber et avoir du plaisir, voilà. Donc me réapproprier ma sexualité, ma jouissance, pour être libre de mon plaisir. Donc ça, c'est la nouvelle injonction de notre époque. À l'époque de nos grands-mères, la morale, c'était pas du tout. Les femmes, elles étaient soi-disant vertueuses. Il s'agissait pas tellement, c'était caché, c'était tabou la sexualité. On n'était pas dans vive la liberté sexuelle, vive la jouissance, voilà. Donc là, on est passé de tout et son inverse. Donc on est passé d'une sexualité cachée, tabou, et la morale, c'était la vertu, la foi, la vertu, la religion, et pas la jouissance sexuelle, à maintenant, les femmes, la pression est maintenant sur... alors, je parle des femmes, mais c'est pareil pour les hommes. Il faut jouir, il faut être libre de sa jouissance, il faut se connaître par cœur, il faut être performante au niveau de sa jouissance, etc. Et donc, c'est une nouvelle morale. Et rappelez-vous, tout ce qui est moral n'est pas érotique. Donc, la nouvelle morale des femmes qui, soi-disant, libèrent et va vers la jouissance, va augmenter la pression. L'injonction « il faut jouir », ben, c'est pas excitant. C'est le truc, et c'est curieux, hein, vous voyez le paradoxe hein, entre le coup, bah, on aurait pu penser que bah oui, super, maintenant que les femmes sont libérées, voilà, elles se sont réappropriées leur corps, elles sont libres avec leur corps et de jouir. Et ben non, parce que dès qu'il y a du il faut, c'est comme ça pour tout le monde, vous devez jouir, vous devez être libre, et bien ça fout tout en l'air. En fait, c'est l'érotisme, hein, c'est tout ce qui est amoral, mais amoral par rapport à l'époque. Voilà. Alors voilà, donc dès qu'il y a excès, il y a de l'énergie, et il y a de l'énergie gratuite. Pure jouissance du plaisir, comme je l'ai dit, sans aucune autre finalité que le plaisir. Pas d'objectif visé, donc vous supprimez l'objectif, vous êtes dans l'entropie. Dès que vous êtes dans un objectif, c'est mort. Hein. Voilà. Donc, et en fait, il faudrait que vous passiez votre temps à jouir, quoi. Pas de satiété. Dès que vous y a de la satiété, hop, vous repartez. Hop, ça repart. Hop, ça repart. C'est la décadence de l'énergie, hein, comme dans ce qu'on appelle les orgies, choses comme ça. Voilà. Et le mot mariage signe la fin. Donc ça, c'est une loi. Bah oui, dès que vous êtes marié, il y a le devoir conjugal, il faut faire l'amour, tel jour, telle heure, machin. Donc tout ça, c'est anti-érotique. Donc l'entropie, c'est l'excès. Jouissance, pure finalité que le plaisir et l'excès du plaisir. Voilà. Voilà, donc l'habitude, le devoir, la reproduction, vous avez compris, tout ce qui est même l'impulsion sexuelle basique, ça nuit à l'érotisme. Voilà, tout sauf la sexualité génitale va être érotique, et d'ailleurs vous le savez, le cunnilingus, la fellation, la sodomie ne sert pas à la reproduction, et ça c'est en général plus érotique que simplement la génitalité, la sexualité. Alors, donc tout ce qui est antinaturel, hein, vous avez compris, tout ce qui est antinaturel, hein, naturel dans le sens de tout ce qui est génital, voilà, faire l'amour à deux, ça c'est naturel, donc faire l'amour à 5 c'est pas naturel, voilà. Tout ce qui vous vient pas à l'esprit augmente l'érotisme.
insolite. Ouais, alors après, j'avais mélangé insolite et entropie. Donc on peut dire par exemple, souvent vous mixez, hein, vous mettez 2 ingrédients, ça augmente. Hein. C'est encore mieux. Donc, par exemple, j'avais mis, là, je vais vous choquer, mais c'est pas grave. Le fantasme du tas en club échangiste, il n'y a que des corps entremêlés, c'est à la fois insolite et impersonnel parce que c'est beaucoup dans l'excès. Et je rajoute que tout ce qui est impersonnel, débarrassé des enjeux psychologiques, c'est beaucoup dans l'excès, donc ça augmente la tension érotique pour certains, je ne dis pas pour tout le monde. Autre loi, la loi du tiers ou de la tierce personne. Bon, donc c'est une tierce personne réelle, soit c'est vraiment un amant ou une maîtresse, soit c'est symbolique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment un amant en vrai pour augmenter l'érotisme. C'est tout ce qui est effectivement trivial dans le sens... J'imagine, vous le savez, dès que vous soupçonnez que votre partenaire a un amant ou une maîtresse, même si ce n'est pas vrai, dès que vous êtes dans le soupçon d'eux, ben déjà ça augmente la tension. Vous avez déjà plus envie de lui que s'il est plan-plan et que vous êtes en sécurité totale. Voilà. Donc tout ce qui est jalousie augmente la tension érotique quand même. Alors c'est souffrant d'un côté, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai plein de personnes qui me consultent pour cette histoire de jalousie. Parce qu'il peut y avoir, bah oui, souffrance, je suis insécure, je sais plus quoi faire, je le flic, oh là là, c'est insupportable, je mets le détective privé sur le coup, bah ça, des fois ça va jusque-là. Hein. Donc je suis en souffrance de ma jalousie, mais en même temps, il faut regarder que sur une zone aveugle, ça augmente la tension du désir. Et bien souvent, c'est quand la personne soupçonne que l'autre a un amant ou une maîtresse, que la sexualité remonte. Et quand la personne apprend, alors ça aussi je l'ai des fois, hein, quand vous apprenez, vous vous sentez trahi, si l'autre s'était mis en contrat de mariage fidèle, donc il y a la trahison, tu ne m'as pas dit, j'étais pas au courant, donc tu as un amant, une maîtresse, mais en général, très souvent, 3 cas sur 4, ça remet le désir sexuel ça ravive la sexualité dans le couple quand même. Ils sont curieux, ils sont surpris. Moi, je ne suis pas surprise. C'est normal parce qu'on a mis de la tierce. Donc, dès qu'on met de la tierce, ça insécurise, ça déséquilibre et hop, ça remonte la flamme. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que classique, ce qui est traditionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre des amants et des maîtresses, mais simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, vous imaginez, là, vous faites l'amour, pendant que vous fantasmez, imaginez faire venir une tierce dans votre tête, vous fermez les yeux, il y en a plein qui font ça, hein, je crois que 90% des gens font l'amour comme ça, fermez les yeux, vous faites venir une tierce dans votre tête, l'amant, une vedette, une star, n'importe qui, et vous fantasmez dessus, vous faites venir une tierce, symbolique. Et ça augmente la tension érotique. Voilà. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce truc, hein, mais c'est l'imaginaire et la loi du tiers. Alors, ce qui va augmenter, c'est l'interdit d'en parler. Parce que moins j'en parle, hein, rappelez-vous, moins vous nommez, moins il y a de la transparence, plus on cache, et plus il y a de l'érotisme. L'érotisme, c'est ce qui n'est pas montré, ce qui est suggéré, ce qui est caché. Donc, si vous commencez à dire « oui, moi, dans ma tête », je rêve de ton meilleur ami, je fantasme sur lui et je te le dis pendant que je fais l'amour, bah là, c'est plus très érotique tout ça. C'est le fait de prendre des risques. Voilà, prendre des risques, cacher, ne pas montrer. Et vous allez voir, il y a une autre loi qui va avec, c'est je me l'interdis, ce n'est pas bien, le mal. Hein. Donc le bien, le mal, dès que vous êtes dans le mal, c'est amoral, mais excitant. Tout ce qui est moral n'est pas excitant. Voilà. Alors, autres exemples pour la tierce, hein, par exemple, bah ça c'est plus à voir avec l'exhibitionnisme. Vous êtes avec votre petit ami, vous dites tiens, on est en voiture, oh, ça serait bien qu'on fasse ça, j'ai des jeux excitants, oh, on va s'exciter dans la voiture et tout, voilà. Bon bref. Et ce qui est excitant, c'est pas tant de faire l'amour avec lui dans la voiture ou de jouer à des jeux excitants, c'est de savoir qu'on peut être vu par les autres conducteurs. Voilà, c'est prendre le risque d'être vu en fait. Donc c'est le côté exhibitionniste de l'affaire. C'est ça qui est érotique. C'est le fait de se faire surprendre. Ou l'inverse, hein, vous regardez d'autres personnes faire l'amour devant vous, par exemple. Donc ça, c'est le voyeurisme. Hein, voilà, je te regarde, et donc ça peut augmenter la tension érotique, parce que le voyeurisme, certains sont férus de ça, d'autres pas. Hein, mais voilà, on est dans les tiers. Hein, on n'est pas qu'à deux. Hop, je vois d'autres. Et ça, c'est la loi de la tierce. Hein, voilà.
La loi de l'interdit, évidemment, c'est presque normalement une des premières lois d'ailleurs. Hein. Tout ce qui est interdit est tentant. Hein, et Oscar Wilde disait très justement, on résiste à tout sauf à la tentation. Et effectivement, beaucoup dans la sensualité, la sexualité, vous verrez que plus on vous interdit quelque chose et plus vous en avez envie. Comme le chocolat. Hein. Moi, il y a 3 jours de ça, je me suis dit, il faut que j'arrête l'addiction au chocolat. J'arrête le chocolat. Ça a duré 2 jours, puis après, je suis partie acheter 3 tonnes de chocolat. J'en ai plein j'en ai plein mon armoire. Mais parce que plus on vous l'interdit, plus c'est transgressif, et plus il y a une compulsion. Moins vous pouvez vous empêcher, c'est pulsionnel, d'avoir l'objet du fruit de vos désirs interdits. Donc ça, c'est archi connu. On le voit, plus vous vous empêchez de rêver à l'amant, parce que c'est mal, c'est pas bien, vous n'avez pas le droit à cet amant-là, vous faites une fixette dessus. Moi, je vois des cas comme ça. Hein. Quand vous êtes marié, par exemple, je reprends mon cas, une femme est mariée et elle a craqué sur un homme au boulot, d'accord ? Mais c'est interdit dans le cadre du mariage parce que ça pourrait mettre en péril son mariage, faire tout exploser. En plus, elle est attachée à son mari, elle a des enfants, bref, le truc classique, quoi. Mais elle n'en peut plus, là, elle fantasme sur son amant futur qui n'est pas encore son amant, mais enfin, qu'elle ne peut pas s'octroyer parce qu'elle n'a pas la permission de se l'octroyer, elle ne peut pas passer à l'acte, c'est interdit. Et plus c'est interdit, plus elle fantasme. Et plus elle fantasme, plus elle souffre. Et après, elle vient me voir. Mais plus elle souffre, parce qu'en fait, elle est obsédée par le truc. Mais elle est obsédée parce qu'elle fait une fixette sur l'interdit. C'est pas tellement la personne, en fait, lui, c'est lui. Mais tu la mets, je lui ai dit, vous vous mettez 3 mois ensemble, là, sur une île déserte, sans, voilà, plus aucune contrainte, on vous lâche dans la nature pendant 3 mois du matin au soir, vous allez voir que ça va vite vous lasser, quoi. Parce qu'il y aura de nouveau un couple, des contraintes dans le couple, etc. Ce qui est excitant, ce qui augmente la tension, c'est le fait de pouvoir fantasmer sur quelqu'un d'inaccessible. Et c'est elle qui se met des barrières, avec son mari dans le contrat, hein, mais plus je m'impose le fait, plus je me mets des barrières et plus c'est excitant. Voilà. Et plus j'ai envie de transgresser ce que je m'interdis, en fait. Je ne suis pas en train de donner de solution au problème, je suis en train de vous expliquer le mécanisme. C'est pour ça qu'elle va être obsédée et souffrir, mais en même temps, c'est ce qui va lui donner le plaisir. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais attends, alors on va faire un truc, j'ai la baguette magique, hein, on retire le fantasme. Voilà, ben voilà, je vous enlève l'état amoureux, parce que derrière, il y a l'état amoureux. Hein. Ça crée une intensité à travers le fantasme obsessif de l'autre, de l'amant convoité, là. Donc je vous retire l'état amoureux que ça produit. Voilà, bah voilà. Ah bah non, je préfère garder mon fantasme. Mais oui, mais parce que le fait de penser à quelqu'un et de se l'interdire, ok, c'est érotique, mais en même temps, il y a un plaisir à se shooter à l'état amoureux. Et ce plaisir nous rend la personne vivante. Elle sent sa vie en elle parce qu'elle fantasme sur quelque chose d'inaccessible. Donc c'est un peu délirant, mais quelque part, ça marche très bien. Voilà. Donc les désirs grimpent d'autant plus qu'on ne peut pas posséder la personne que l'autre n'est pas captée. Donc vous savez que ce qui est transgressif est excitant, hein, donc rendre jaloux, on l'a dit, hein, rendre jaloux son partenaire. Moi, je sais que je vis des relations depuis quelque temps où je suis plutôt dans la transparence et on se dit tout. Donc, comme je sais que je peux avoir des amants, comme j'ai la permission, du coup, je le fais plus. Ouais, parce que c'est plus tellement... c'est permis, c'est autorisé, l'autre est consentant. Bon bah oui, bah alors hein, c'est sur un plateau, c'est pas compliqué, maintenant il y a des sites de rencontres, donc voilà. Donc du coup, comme il n'y a pas de transgression, c'est pas très excitant. Voilà. Quand tout est possible, ça fait tomber, il n'y a plus la loi de l'interdit, donc ça fait tomber l'érotisme. Voilà. Plus c'est interdit, ça c'est fort, hein. Plus vous vous interdisez des trucs et plus vous en avez envie. Voilà, vous verrez. Et plus c'est permis, et bon, et après quoi. Bon voilà, bon, pas plus. Autre situation comme ça qui est classique, hein, le clivage, je le vois souvent chez des femmes, on pourrait le trouver chez des hommes aussi. Une femme qui se veut vertueuse, donc propre, correcte, collée montée, vous savez, BCBG, et en fait, qui trouve que elle veut pas être de mauvais genre, en fait, hein. Donc elle se sent coupable
Elle se sentirait coupable d'être une allumeuse si d'un coup elle s'habillait plus sexy, etc. Donc il faut être d'un genre correct, un genre sainte. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit apparaître, et parfois aussi j'ai des femmes qui viennent me consulter avec ça, c'est qu'il y a une partie qu'on appelle l'enfant rebelle qui prend les manettes, qui prend le pouvoir et qui les mène à transgresser. Donc du coup, elles ne savent pas pourquoi, à un moment donné, dans la sexualité, elles se lâchent, elles font des trucs genre SM, machin, des trucs que même moi je ne ferais pas, hein, parce qu'elles lâchent tout, en fait. Plus elles se contraignent, j'ai pas le droit, c'est mal, je dois être vertueuse, je dois être une sainte. Alors, et du coup, elles font complètement l'inverse. C'est compulsif, ça part à 180. Voilà, donc je sais pas, c'est pas moi qui le dis, hein, mais très souvent, les femmes les plus collées montées, baisse-beige, etc., on dit souvent que c'est au lit, c'est les plus chaudes. Voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est pas vrai? Il doit y avoir de ce truc-là, de cette histoire d'interdiction et de s'obséder, de se contrôler, et plus je me contrôle, plus je pars dans le sens inverse. Je veux tout. Il y a une partie de moi qui prend le pouvoir et qui lâche tout. Voilà. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est moral, et c'est pour ça que le milieu du SM marche assez bien, d'une part parce que c'est esthétique, et aussi de la morale du mal et du bien. Là, on est dans c'est mal, c'est cruel de dominer, et là, on est au contraire dans l'inverse. C'est érotique parce que c'est bien de dominer. On est dans l'inverse, on est affranchi de la morale classique du bien et du mal. Autre interdit aussi, quand on vous dit, ça c'est excitant, t'as pas le droit de jouir. Donc c'est là, évidemment, voilà. T'as l'interdiction de jouir, c'est excitant. Ou quand on vous dit, par exemple, vous bossez avec quelqu'un, vous êtes attiré par un collègue et il vous dit, mais non, 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 on n'est pas là pour ça. Hop là, tension érotique. Voilà. Dès que c'est interdit, c'est érotique. Autre loi, 7e loi, le paradoxe. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradoxe? Le paradoxe, c'est quand je dis quelque chose et je fais l'inverse. C'est ce qu'on appelle la non-congruence. Je ne suis pas congruent. Par exemple, une injonction paradoxale du style je t'aime moi non plus, ou j'ai pas envie de toi mais on y va à fond. Hein, je dis quelque chose et je fais l'inverse, en fait. Hein. C'est paradoxal. On sait que toutes les injonctions paradoxales dans la communication, ça rend fou. Hein. Ça met de la confusion et ça rend fou. Hein, quelqu'un qui te dit ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En fait, il te le dit, mais il te montre l'inverse. Ça rend fou, mais en même temps, c'est captivant. Ou alors encore l'inverse. J'ai très envie de toi, j'ai très envie, oh, comme tu me plais, mais je suis sur le lit, je bouge pas. Je suis passif. Donc, c'est le côté paradoxal qui met en tension comme ça. Ou encore une femme habillée très sage et qui allume gravement. Vous voyez, ça c'est paradoxal. Ou alors encore, autre exemple, ce que j'appelle les elfes. C'est un profil de femme particulier qu'on voit arriver dans le milieu New Age. C'est, vous savez, les femmes branchées énergie, sainte, sexualité tantrique, enfin tout ce qui est très... élevé, quoi, hein, mystique. C'est tout ça, là, on est dans les énergies, voilà, dans le milieu énergético, je trouve. Et donc, elle vénère les anges, la lumière, les esprits, tout ce qui est spirituel, avec une grande sainteté, évidemment. Moi, je rigole, mais parce que c'est mon milieu, puis bon, je peux être aussi comme ça par moment. Mais il y a ce que je mets en lumière, c'est pas, elles ont tout à fait le droit d'être baignées dans des mondes énergétiques et pourquoi pas, et des esprits, tout ce qu'on veut. C'est juste qu'il y a un endroit qui est pas vu. Il y a une zone aveugle qui est méconnue, qui est je me veux sainte. Déjà, je rehausse mon féminin blessé souvent avec ce truc de je me veux sainte, élevée dans la lumière, et je suis pas très tolérante avec ça. Mais en même temps, elle est à la fois dans un truc très branché, câblé, lumière, les anges, etc. Et à la fois, on va voir souvent qu'elle s'octroie des moments sexuels comme une prostituée. Parce qu'on est dans toujours ce truc de paradoxal. Plus je veux jouer à la sainteté, et plus en fait je suis débridée quelque part, je me lâche. Ça sort en sous-marin, quoi. Oui, c'est pas clarifié, c'est pas clair. Hein. Donc, et c'est surtout pas assumé, hein, c'est ça le problème. Voilà. Autre notion paradoxale, exemple, j'adore que tu me domines. Quelqu'un qui dit j'adore que tu me domines ou que tu me soumettes. En fait, vous avez remarqué que celui qui demande à être soumis, il fait en sorte que l'autre se soumette à sa demande. Donc c'est excitant, hein, c'est lui qui prend les manettes. Hein. Ou dans une soirée aussi, en paradoxe, une femme qui dit je vais partir, et elle fait tout pour rester en fait.
paradoxal. Elle dit un truc, elle fait l'inverse. Ou en boîte libertine, bon, ça c'est des exemples que j'ai vus, hein. C'est marrant, en boîte libertine, en plein milieu d'un acte échangiste, un homme qui crie à sa femme « Tu m'appartiens !» D'accord. Donc on est vraiment dans le bah oui, c'est le paradoxe, c'est bon, d'accord, moi je veux bien, enfin, bon, c'est rigolo. Ou l'inverse, ça aussi, c'est parce que c'est le paradoxe, c'est l'inverse en fait, c'est le contraire. Il dit « Ah ouais, c'est fou, tu es ma femme », c'est le truc du romantique. Alors en pleine boîte échangiste, il fait le coup ah oui, tu es ma femme, nous allons nous marier pour toujours, par exemple. Hein, donc on est dans le système complètement. Et ce qui l'excitait, c'était le fantasme de la femme qu'il allait posséder, la princesse charmante, etc. Et pas qui était complètement déconnectée du contexte échangiste. Voilà. Donc c'est paradoxal. Voilà. Et vous l'avez aussi par pays. Hein. Aux États-Unis, l'érotisme est partout, sauf là où il doit être. Et par exemple au Japon, on voit que les codes sociaux sont très ritualisés, très polissés. Et quand on voit leurs films érotiques, ils sont très hard. Hein. Donc vous voyez le paradoxe, hein, en fait. Ça augmente l'érotisme. Voilà. Alors, la autre loi, c'est l'effet zoom. Alors l'effet zoom, c'est quand vous zoomez, ça c'est moins connu, c'est moins reconnu, c'est quand vous focusez sur un aspect précis de la personne qui vous attire, c'est-à-dire à partir d'un de vos sens. Par exemple, vous êtes complètement focusé sur ses lèvres et vous voyez plus que ça, et ça devient hyper érotique, quoi, hein, et vous excitez sur cette partie de son corps. En psychanalyse, on parle de l'objet partiel. C'est-à-dire, c'est l'objet sur lequel, inconsciemment, on met notre attention, on sélectionne un objet dans le champ, et on n'est plus que là-dessus, quoi. Et c'est ça qui va monter l'excitation du désir. Ça peut être un poignet, hein, ça peut être une voix, hein, très souvent on peut focuser sur une voix, et on fait comme si de rien n'était. Voilà. Alors ce qui est érotique, hein, c'est... vous êtes complètement focusé sur une partie ou la voix et vous oubliez tout le reste, mais vous faites continuer la conversation comme si tout allait bien, quoi. Voilà. Et très souvent, si vous regardez bien dans vos histoires, vous allez voir que vos rencontres amoureuses sont font à partir de l'objet partiel. Regardez qu'est-ce qui vous a attiré de manière précise chez l'autre. Est-ce que c'est une main? Est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est son sourire? Est-ce que c'est... Voilà. Et sortez un peu des codes traditionnels du style les hommes, ils aiment bien les seins et les fesses. Donc ça, c'est un peu généralisant. Regardez-vous ce qui vous déclenche. Quel est l'effet zoom, hein? Quel est le zoom qui vous déclenche chez certaines personnes qui vous ont vraiment attiré et qui ont fait monter l'érotisme? Voilà. Et on dit chez les femmes, c'est plutôt les mains des hommes. Enfin bon, ça c'est vraiment les codes traditionnels. Mais regardez chez vous ce qui a déclenché l'érotisme chez vous, ou mettez-vous, prochaine fois, hein, si vous regardez et que vous avez du désir, regardez, tiens, est-ce qu'il y a un effet zoom? Qu'est-ce qui vous déclenche? Voilà. Et 9e mois, c'est l'imaginaire. Donc je reprends la tirade de Mario dans Emmanuel. C'est la présence au sein de l'acte de tous les actes sexuels passés et futurs, des actes commis par d'autres et avec d'autres, qui lui conférera sa valeur érotique. Et oui, bah voilà, tout le monde le sait, l'imaginaire, le fantasme, c'est le vecteur clé de l'érotisme. Alors, bah oui, hein, c'est pas vous en priver. Plus vous faites monter l'imaginaire, plus vous inventez, plus vous créez des fantasmes, en veux-tu, en voilà. Et plus vous les gardez secrets, vous avez remarqué que le secret augmente, hein, et plus ça fait monter l'érotisme. Voilà. Et ce qui tue l'érotisme, alors on peut dire, là j'ai donné toutes les lois qui augmentent l'érotisme, et ce qui tue l'érotisme, donc à éviter, c'est ce qu'on appelle l'énergie mère ou père. Dans la relation amoureuse, hein, si vous mettez de la mère, de l'énergie mère ou de l'énergie père, ça tue l'érotisme. Par exemple, on ramène beaucoup de belles-mères. Alors ça, c'est un exemple précis, physique. Il y a la belle-mère qui s'immisce au sein du couple. Et donc, bon, bah, au bout d'un moment... Ou alors, dans le lit, hein, vous ramenez de l'énergie mère, c'est-à-dire vous ramenez, si vous êtes un homme, un côté maman, un côté trop papa, trop je te couvre, trop de tendresse, par exemple. Ça, c'est de l'énergie mère, la tendresse. Donc, si vous ramenez trop de tendresse, ben voilà, ben, ça fait plan-plan, quoi. Ça fait pot-au-feu. Donc, il ne se passe plus rien. Dès que vous ramenez de la mère ou du père, ça fait chuter le désir. Ça, faut le savoir. Les couples qui sont sur des relations dites symbiotiques, sur des relations avec des transactions parent-enfant, hein, donc comme je viens de le dire, ben, ça fait chuter le désir. Voilà. Parce qu'il y a
ben voilà, c'est de l'énergie mère, de l'énergie père. Donc, si on ramène de la maman, de la bienveillance, trop de sécurité, trop de tendresse, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le feu de la passion, il n'y a plus la captation, il n'y a plus les jeux de dissymétrie, de la domination. Tout ça, ça joue plus. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est un autre niveau. La voix du cœur n'est pas la même que la voix en bas, purement sexuelle et pulsionnelle, instinctive. Donc c'est deux centres différents, et quand vous êtes trop dans le cœur, trop investi dans la tendresse, etc., bah, c'est mou en bas. Donc ce sont des centres différents. À vous de juguler, en étant aussi en capacité d'augmenter l'instinctif, le pulsionnel, voire dans l'impersonnel, c'est-à-dire de connecter la partie sauvage, la créature sauvage en vous, qui est reliée aux animaux, enfin à l'univers, et qui est juste dans la pulsion, sans faire trop monter dans le cœur. Si vous êtes trop dans le cœur, à un moment donné, vous déconnectez du côté pulsionnel de l'affaire. Voilà. Alors voilà, pour mon exposé sur les 9 lois de l'érotisme. Alors maintenant, je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires sur cette affaire-là. Donc je vais vous donner le micro et on a un peu de temps pour échanger là-dessus. Alors, voilà. Ça marche. Ouais. Déjà, merci pour ton exposé. J'ai une question. En fait, j'étais assez surpris parce que dans tout ce que tu as décrit, il y a quelque chose de finalement que, en tout cas moi, je trouve qui est potentiellement très souffrant, très difficile à vivre. Donc, si on le pousse, on caricature assez destructeur dans l'érotisme et finalement presque opposé au bonheur et pourtant ingrédient essentiel au bonheur. Et est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, le fait que l'éros, ça vient du dieu Eros, c'est quelque chose finalement de sacré au sens non religieux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de l'érotisme qui arriveraient à équilibrer ou à se satisfaire de l'équilibre et du déséquilibre, enfin de trouver quelque chose qui soit moins souffrant, plus ce qu'on appelle la voie du milieu. Alors, j'ai pas parlé de bonheur, attention. Ça te parle de bonheur, j'ai jamais dit de bonheur. J'ai jamais nommé ce mot-là. J'ai dit l'érotisme, c'est quelque chose qui est en lien avec le déséquilibre. Et en même temps, moi je vais parler de sécurité. Tu vois, tu vas trouver de la sécurité dans un couple en réciprocité, dans l'égalité, etc. Donc ce qu'on souhaite quelque part. Mais en même temps, attends-toi à une diminution de l'érotisme. Donc ça va être un jeu de négociation, effectivement, entre trouver une forme de déséquilibre, ramener ce que vous voulez des lois de ce que j'ai raconté, mais un peu une partie amorale, transgressive, sans que ce soit trop. Alors on va être dans l'équilibre du déséquilibre. Tu vois, mais pas du bonheur. Bon, ça veut rien dire ce mot-là. Le bonheur, c'est quoi? Bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Mais si tu veux, on est plutôt dans ce qui me sécurise. Je veux ce qui me sécurise, et en même temps, j'en souffre parce que ça diminue l'érotisme. Donc à un moment donné, je suis frustrée parce que j'ai plus le piment dans la sexualité avec la personne que j'ai choisie. Donc j'en fais quoi? Tu vois, c'est l'équilibre dans le déséquilibre. Alors c'est à nuancer ça. Tu vois, c'est à chercher, c'est ce que je dis souvent, les couples doivent chercher, inventer leur propre... doivent être créatifs dans leur manière de gérer leur relation. Personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire, voilà, il faut faire comme ça, c'est bon, ce que je vis, c'est bien pour toi. Mais tu vois, c'est ce jeu nuancé entre connaître ces lois-là, sans que ça te mette trop en stress, pour pouvoir quand même augmenter la tension érotique sans te mettre dans une souffrance qui est ingérable. Tu vois? C'est tout le truc. Vous réfléchirez avec ça. C'est un jeu de négociation. Merci pour la question. Bonne question. Ouais. On va passer...
Voilà, pour rebondir justement sur ce que vient de dire ce monsieur qui parlait de souffrance, moi je parlerais plutôt de calcul dans tout ce que vous nous avez dit. En fait, l'érotisme pourrait être finalement un calcul, puisque faut pas ça, il vaut mieux ça, il vaut mieux ça, il vaut mieux ça. Alors que moi je vois l'érotisme plutôt dans l'instinctif, l'intuitif, le moment présent, presque à la limite sans réflexion, puisque c'est presque, ça pourrait être bestial dans le sens minimisé hein, de mon mot. Voilà, moi je verrais plus ça dans le calcul. Et à partir du moment où il y a calcul, ça devient un petit peu plus compliqué parce que les ressentis, oui, à la limite, peuvent être minimisés. Et voilà, donc c'était ça. Parler de souffrance, moi je parlerais plus de calcul. Puis dans le calcul aussi, il y a souffrance aussi, puisqu'on est obligé de réfléchir, on est obligé de faire travailler son cerveau avant de faire travailler ses sens, quoi. Voilà. Alors c'est une bonne remarque. Voilà. Je l'ai dit aussi à un moment donné dans l'exposé, j'ai dit attention, tout ce qui mène, quand vous avez un objectif visé, quand ce n'est pas le pur plaisir pour le plaisir en lui-même, ça ne marche pas. Donc si vous êtes dans une stratégie, alors je vais utiliser ce soir la dissymétrie. Allez hop là, je m'y mets dans la dissymétrie, crac crac. Ça peut faire un effet, mais il y a quelque chose de je vise un objectif et il faut arriver à quelque chose est antinomique avec ce que vous êtes en train de décrire, hein, c'est-à-dire le pur plaisir pour le simple plaisir tel qu'il est créé dans l'instant. Et en même temps, c'est pour ça que je vous ai énoncé ces concepts-là, hein, c'est je repère à quel moment ces critères sont présents ou à quel moment ils sont manquants. Ça peut être mettre de la conscience sur mes relations amoureuses et sexuelles et je repère, tiens, en ce moment, c'est pour ça que ça marche, parce que tu dis, tiens, c'est intuitif. Tu repéreras qu'en fait, dans ton intuition, c'est pas tellement intuitif, c'est qu'il y a de la dissymétrie peut-être, ou qu'il y a de l'interdit, ou qu'il y a de l'imaginaire. Et là, en sachant ces lois, tu vas repérer que c'est pas si intuitif que ça. Tiens, t'es bien dans une des lois de l'érotisme. Hein, c'est plus, pour moi, cet exposé, c'est plus vous permettre d'identifier et de savoir ce qui est présent et ce qui est manquant. Pas forcément en termes de je vais mettre la stratégie ce soir et hop là. Alors ça peut marcher aussi. Hein. Des fois, j'indique dans certaines thérapies de couple de jouer à des jeux dominant-dominé, par exemple. Tu vois, ça peut être une indication. Mais il y a un objectif, donc il y a un cadre, donc il y a une méthode, donc voilà, donc tu vois. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de il faut. Et donc du coup, c'est là où on se laisse surprendre. Et regarde qu'une des lois de l'érotisme, c'est d'être surpris. C'est l'inattendu, tu vois, la surprise, tu t'y attends pas. Donc ça fait partie aussi des lois. Hein. Donc amusez-vous à repérer surtout, c'est surtout ça l'idée, de repérer ce qui est présent et ce qui est absent. Merci. Oui. Oui, vas-y. Si c'est mieux parce que ça enregistre à la caméra. C'est une question un peu toute bête, je pense. Qu'est-ce que fait la fragilité dans l'érotisme? La fragilité à quel niveau? De quoi tu parles? Par rapport à l'homme. Si on est dans les clichés. Oui. Si on se dit l'homme incarne, voilà, comme le pêcheur là. Oui. Face à moi. Si on est dans ce cliché-là, un homme fragile, est-ce qu'il est en déséquilibre avec l'érotisme? Est-ce qu'il le fait fuir? Ou est-ce qu'il peut le réincarner? Alors, un homme fragile, donne-moi un exemple, parce que tu ne peux pas être tout le temps fragile, il y a des moments où tu l'es, des moments où tu ne l'es pas. Non, mais alors un homme qui se laisse envahir par les sentiments. Oui, donc il est beaucoup dans le cœur, par exemple. Voilà. Qui est dans l'émotionnel. Voilà. Alors, de nouveau, parce que moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, moi je suis très attirée par les hommes fortement émotionnels. Donc les sentimentaux peuvent me plaire beaucoup, parce que moi je suis en dissymétrie plutôt froide. Tu vois? Alors ça pas tout le temps, hein, mais c'est un cliché. Mais si tu veux, ça peut, c'est pas anti-érotique. Ça dépend pour qui, dans quel contexte, à quel moment. Tu vois? Mais ça serait le côté, je suis tout le temps en fragilité, qui effectivement pourrait être gênant, parce
Parce qu'à ce moment-là, tu auras une femme qui va prendre le pouvoir quelque part, Alors, tu vois. Je vais faire très cliché après, je passe la parole évidemment. Très cliché, hein, très. Disons que la fragilité de de mon expérience semble attirer davantage un homme qui aime les hommes qu'une femme qui aime les hommes. Attends, ta fragilité... Disons que les gays seront plus facilement attirés par une fragilité que dégage un homme, et une femme aura tendance à trouver dans cette fragilité chez l'homme un manque d'assurance et un manque de certitude. Ouais, ça c'est cliché ça, parce qu'à la fois... Oui, mais je l'ai vécu. Oui, c'est quand même sur une expérience. Oui, et à la fois tu as des... C'est vrai, et à la fois c'est faux, parce que tu as des femmes qui au contraire vont aimer la sensibilité, la capacité de nommer ce qui est difficile pour toi, tu vois. Donc elles vont être intéressées dans le sens, j'en ai marre, par exemple celles qui en ont marre d'être avec des machos et des mecs qui communiquent pas, elles vont être attirées par toi au niveau amoureux. Moi je te parlais au niveau érotique. C'est pas dit que ce soit très érotique, mais par contre, il peut y avoir une attraction au niveau enfin un homme qui est empathique, enfin un homme qui est sensible, sur lequel je vais pouvoir vraiment communiquer, tu vois. Et ça, c'est plus au niveau de l'envie peut-être de faire couple avec toi. Mais pour le jeu érotique pur, si tu es plutôt dans le côté fragile, etc., amuse-toi à jouer la puissance, tu vois, pour la mobilité du rôle, pour que tu sois pas tout le temps dans le rôle du mec fragile, tu vois. À un moment donné, amuse-toi à jouer le dominant, quoi, juste dans un cadre sexuel pur, par exemple, pour jouer et pour être en mesure de contacter une autre énergie que celle que tu connais. Appeler autre chose que ça et rencontrer une autre de tes facettes si tu te juges ou que tu évalues, et peut-être que c'est toi qui t'évalues, trop fragile, tu vois. Vas-y, hein. Oui, mais l'érotisme, il peut se dégager à la première seconde, oui. On n'est pas dans l'acte, on est, oui. Comme vous l'avez expliqué. Oui, ça peut être l'effet zoom, ouais. Voilà, donc, ça m'est arrivé hier, donc c'est un témoignage tout frais. En une seconde, je rencontre une fille dans un avion, on fait Paris-Montpellier, 1h15 de vol qui dure 5 minutes. À un moment, je pense que j'ai dû manquer de clairvoyance, puisque quand je lui dis on se revoit, elle me dit non, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, et ça c'est... Bon, après, je pourrais développer. Oui, alors effectivement, peut-être qu'elle était mariée, peut-être que... Absolument pas, non. Je sais pas. Après, bon, on l'a pas interviewée, on sait pas trop pourquoi elle n'a pas été acceptante. Mais c'est pas forcément ta fragilité. On peut tout hypothéser, tu vois, on peut mettre des hypothèses, je sais pas. Ce serait peut-être un peu réducteur si je me mettais à dire bah oui, c'est ta fragilité. Moi, j'en sais rien. J'aurais besoin d'avoir son son de cloche pour valider ce qui s'est passé pour elle. Mais peut-être que... en fait, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Je ne peux pas répondre, on ne sait pas. On peut tout imaginer. Voilà. Mais pour moi, les hommes fragiles sont charmants. Après, ce qui va me plaire, c'est que ça ne soit pas systématique et tout le temps. Tu vois, ça va être par moment oser la fragilité, super chouette, hein, et par moment sentir vraiment le cadrage, le contenant, le côté guerrier, tu vois, soit pas tout le temps, quoi. Donc c'est l'alternance en fait entre ce fameux masculin-féminin chez l'homme, voilà, qui est pas simple non plus chez nous, chez l'autre, et en même temps, super, d'être avec des hommes fragiles, c'est quand même mieux que d'être avec des brutes épaisses. C'est quand même mieux pour la relation, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions sur vos vies érotiques ? Vas-y. Il reste encore 10 minutes. Ne résiste pas. Non, c'est juste... merci. Est-ce que l'idée de faire que l'homme ici, il est macho et qu'il ne veut pas jouer. Enfin, moi, je me vois bien lui dire « Allez, chérie, maintenant, c'est toi qui vas m'obéir. Oui. Quart de tour. Hein, d'accord ?» Ouais. Et on change de rôle. Je trouve que ça va pas trop marcher. Moi, je lui dis quoi ? Peut-être qu'il ne faut pas insister, parce que peut-être que ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour tout le monde est différent. Enfin, si, pourquoi tu pourrais... là, ça serait pas pendant l'acte, mais tu pourrais dire « Écoute, maintenant, voilà, je te propose une séquence... entre 4h et 5h. Maintenant, tu as 1 heure, et là, c'est moi qui joue, c'est moi qui t'entreprends. Ouais. C'est pas obligé d'être la domina, tu vois. Tu dis maintenant, voilà, et toi, tu te laisses faire. Voilà. Donc, c'est une proposition que tu lui fais. C'est pas en plein milieu, tiens, c'est pas forcément là que ça va marcher. Mais c'est négocier comme ça avant.
Tu vois, ça peut être un deal, quoi, un exercice, tu vois. Et ça marche comme ça en général. Hein. Et ça va le surprendre, il va dire tiens, mais qu'est-ce qui lui prend bon, je ne la connais pas comme ça. Et en même temps, toi, ça va te permettre de te rencontrer sur une autre facette. Et lui, voilà, qu'est-ce que ça fait quand il est plus soumis, qu'il se laisse faire, qu'il est là, passif, à attendre que la nana vienne s'en occuper. Il est très doué pour ça. Ça, c'est pas le truc. Moi, je pensais plus à la vraie domination. Oui, bah tu peux t'amuser à jouer à la domina. Tu prends des cours et tu te vas renseigner chez les copines qui font ça et puis tu te mets à jouer. Voilà, pourquoi pas, hein, c'est un jeu comme un autre. Oui, mais l'autre est toujours un objet. Encore 5 minutes, oui. Ok. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Parce que dans une relation comme ça, l'autre est toujours un objet. Et moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais là où je ne vous ai pas du tout comprise, c'est quand vous dites que, par exemple, il y a trop d'égalité dans le couple entre l'homme et la femme. Mais justement, le mouvement de libération des femmes, c'était ni de dominer les hommes, c'était d'avoir une égalité. C'est-à-dire que chacun gardait ses différences et on pouvait vivre ensemble. Mais personne ne prenait le pouvoir sur l'autre. Oui. Et moi, je trouve qu'à partir où on prend le pouvoir sur quelqu'un, il y a une notion d'objet et de manipulation. Oui. Et je trouve pas ça... Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais oui, les luttes de pouvoir, de toute façon, elles existent. Elles ne sont pas très saines au sein du couple, on est d'accord, c'est pas ça. Mais cet idéal, effectivement, de réciprocité, il faut voir que dans l'excès de ça, ça crée au niveau érotique une diminution. Quand il y a trop de sécurité, trop d'égalité, finalement, ça crée un équilibre. Et c'est l'équilibre qui nuit à l'érotisme. Ce qui ne veut pas dire... C'est pour ça que je préconisais pour elle un clin d'œil. C'est l'histoire d'un jeu. C'est un jeu sexuel. On est en train de jouer. Elle propose une séquence. C'est une séquence. Elle n'est pas en train de prendre le pouvoir. Elle joue. Et on sait que quand on peut mettre en place dans l'acte sexuel un fantasme, on sait très bien qu'on n'est pas ça. Elle sait très bien qu'elle n'est pas une salope, qu'elle n'est pas une dominante. Elle est en train de jouer à quelque chose et d'emprunter un rôle, un déguisement. Donc on n'est pas dans un jeu de prendre le pouvoir. Elle sait qu'au fond d'elle, elle n'est pas du tout ça. Et ils savent tous les deux qu'ils ne sont pas ça. Mais c'est l'idée de jouer à quelque chose d'autre dans une sphère qui est cadrée et qui n'est pas dangereuse, où justement on n'est pas dans des jeux de pouvoir relationnels. Voilà. Et c'était ça que je voulais dire, mais vous avez tout à fait raison sur cette notion de lutte de pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Alors, on m'a indiqué qu'il faut que je... Tu as toute dernière question, alors. La dernière des dernières. Il me reste 3 minutes. Et après... on ferme. Oui, moi je voulais abonder dans ce qui a été déjà dit quand même, parce que j'ai fait le calcul sur les 9 lois. Il y en a quand même 6 qui peuvent rendre fou, ou qui en tout cas font bien souffrir. En excès, oui. Donc rendre fou, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et pareil, c'est vrai qu'il faut une sacrée dextérité intellectuelle, émotionnelle et tout, pour se dire, attends, c'est un jeu. Je fais intervenir une tierce, on fait ça à 3, on fait ça à 4, mais c'est que du jeu. Et je vais pas me faire mal à tout ça. Et moi, à part... Alors, l'effet zoom, ok, ça fait pas mal. L'imaginaire, ça fait pas mal. Mais le paradoxe, je trouve que ça commence à être un peu malsain. La loi de l'interdit, c'est un peu malsain. Le tiers, jusqu'où on va. Moi, je suis ok. Je trouve comme eux qu'il y a vachement de manipulation, vachement de calcul. Et du coup, la spontanéité, l'amour cool, il est où, quoi ? Mais il n'est pas du tout là-dedans, effectivement. En fait, il est pépère, donc il est chiant. Ce que je vous ai mis en place, là, et je terminerai avec ça, c'est que pour certaines personnes, ça va être extrêmement souffrant de vous mettre dans des stratégies que vous ne pouvez pas gérer. Donc il ne s'agit pas de vous amuser à rajouter des tierces dans tous les sens, des trucs que vous si ce n'est pas gérable pour vous, ce n'est pas gérable. Par contre, repérez quand les ingrédients sont présents ou absents. Et pour ce qui est gérable, c'est pour ça que je répondais à la question ici, en disant c'est un jeu de négociation. C'est un jeu entre l'équilibre et le déséquilibre, entre la sécurité et l'insécurité, entre la tension, trop de tension et pas assez de tension, entre le plein et le vide. Donc c'est à vous de gérer ça. Hein, en fonction de vos personnalités, de vos traumas, de vos capacités à pouvoir le gérer. Si vous ne pouvez pas le gérer, vous n'allez pas vous amuser à faire du paradoxe, de la tierce, du machin, du ci, du mi, c'est pas possible. Si vous êtes dans une capacité de le gérer, vous pouvez monter sur le bouton. Mais ça, c'est à vous de le voir et de l'évaluer.
Hein. Donc c'est tout ce jeu entre sécurité et insécurité qui va se jouer ici. Et moi, ce qui me paraissait vraiment important, c'est de pouvoir identifier si c'est présent ou absent. Voilà. Merci d'avoir posé toutes ces questions. Et j'en terminerai avec ça. Hein?